Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les élus, je cherche M. Possé, je cherche Christian Paul, on m'a dit qu'il était là, je salue, s'il n'est pas là, ils doivent dire le président du conseil général, Marcel Charmant, je salue Henri Malcoif, le conseiller général, des élus de Château-Chinon, des amis de Château-Chinon qui sont venus se joindre aux académiciens pour évoquer François Mitterrand dans le Morvan, c'est-à-dire pour partie à Château-Chinon. Et je suis désolé d'avoir coupé un peu la parole à M. Gérard Mottet, que je connais bien, avec qui nous travaillons au comité scientifique du parc, qui est un érudit passionné, passionnant, et j'aurais bien aimé qu'il puisse continuer, mais j'espère que... Oui, je m'aperçois Christian. J'aurais bien aimé qu'il puisse le faire, mais je pense que ce n'est pas partie remise et que vous aurez droit à d'autres conférences de sa part et des diapositives qui sont plus explicites encore, si tant est qu'on puisse l'être, après ce magnifique exposé qu'il a fait. François Mitterrand, Château-Chinon, François Mitterrand, le Morvan, c'est quelque chose qui nous interpelle. Moi, je veux bien en parler et je remercie Mme la Tournerie de m'avoir sollicité parce que c'est un homme que j'ai bien connu, avec qui j'ai eu le bonheur, je peux dire, de travailler. D'autres que moi qui sont ici, je pense peut-être à Jean-Pierre Harris, que je n'ai pas aperçu. Henri Malcoif, Marcel Charmant, Christian Paul ont eu aussi le plaisir et l'honneur de le connaître, d'autres encore sans doute. Mais c'est vrai qu'évoquer sa mémoire à Château-Chinon, ça a tout de suite fait jaillir une émotion particulière. Je suis donc très touché de l'invitation qui m'est faite par Madame la Présidente, Madame la Tournerie, pour parler de François Mitterrand dans un créneau qui sera très étroit, puisque je dois me limiter à parler de sa vie de Château-Chinon, sa vie, je veux dire, dans le Morvan, un créneau étroit par rapport à sa vie politique si riche, et je me contenterai d'évoquer l'élu local avec tout de même, après ça, avant une petite analyse de son évolution qui allait le mener à la vie politique et qui allait lui faire choisir la Nièvre. La Nièvre, c'est le pays de ma vie. C'est ce qu'il dit François Mitterrand, élu président, il ne nous a jamais oubliés. Il est toujours resté pour les Nivernais, l'élu local, et en fait, il n'a jamais cessé de l'être. Ces deux fonctions publiques, élu local, président, combien différentes, avaient pour lui un point commun essentiel, la relation humaine. Hasard des chiffres, c'est le 10 du mois de novembre que François Mitterrand acquiert un premier mandat dans la Nièvre. Nous sommes en 1946. Campagne dure à l'époque, les routes du Morvan, je lui cède la parole, les routes du Morvan étaient des pièges à voiture, pneus tordus et reins brisés de nid de poule. En nid de poule, on avançait cahotant et jurant. Élu au Palais Bourbon, il est l'année suivante élu au conseil municipal de Nevers et en mars 1949, à la faveur d'une élection partielle, élu au conseil général pour y représenter le canton de Montsauge, en plein Morvan qu'il ne quittera plus. Charentais de naissance, le voilà devenu Nivernais pour de bon. Le jeune bourgeois, modéré de Jarnac, mais tout de même assez proche du colonel de la Roque pour être membre des volontaires nationaux, s'est déjà rebiffé pendant ses études contre l'armée d'abord, contre le pouvoir en place aussi, et contre le monde des adultes. Révolte spontanée qui laisse entrevoir son évolution future. Il fait la guerre, est blessé, passe 2 jours
la poitrine en sang, sur une carriole traînée par un camarade couché face au ciel, survolé et mitraillé par les avions allemands, après avoir transité par des divers camps et de nombreux hôpitaux, il est fait prisonnier à Bruyères, dans les Vosges, et arrive au Stalag 9A. Rien n'est organisé, il règne la loi de la jungle, la loi du couteau, avec un petit groupe, dont Patrice Pelat, dont il fait là sa connaissance, et qui lui sauvera la vie. Il arrive à mettre de l'ordre, et François Mitterrand il est à dire qu'il avait pratiqué là le contrat social de Rousseau. Expérience forte pour lui, expérience forte en captivité. François Mitterrand y apprend la misère. Révélation pour un fils de petit bourgeois charentais. Cette découverte d'un autre monde, pour lui connu, une France populaire, grouillante, frondeuse, rugueuse et capitale. Elle marque le premier pas de son évolution à venir. Mais il veut surtout s'évader. Il le fera à 3 reprises dans des conditions rocambolesques et périlleuses. La première tentative l'amène dès mars 1941, avec l'abbé Leclerc, qui était d'ailleurs de l'Allier, à marcher 22 nuits et faire 600 km dans la neige et dans la boue, dormant dans les bois la nuit avec une couverture pour 2. Il a froid et François Mitterrand me dira toujours que depuis cette date, le froid était entré en lui et n'en sortirait plus. Et de fait, il portera toujours manteau et gros foulard, même souvent l'été. Repris à Egelsheim, après avoir commis une grave imprudence, parce qu'il était fatigué et que la frontière suisse était proche, il s'échappe à nouveau et repris une deuxième fois à Metz par la trahison ou la délation de la patronne de l'hôtel où il couchait. Il réussira la troisième fois en décembre 1941 dans une entreprise improvisée. Il court vers la porte, il enjambe la porte, il saute et il court pendant 6 ou 7 kilomètres, encadré par les balles allemandes, et il sort vivant miraculeusement de cette tentative. Alors je passe sur son séjour à Vichy, où il se consacre à une mission d'entraide pour les prisonniers de guerre. Il s'engage très vite dans la résistance, fin 1942 ou début 1943. Il faut dire qu'il est passé par Montmaur, dans les Hautes-Alpes, dès juin 1942. La date a son importance, dès juin 1942, au centre de regroupement des prisonniers évadés, et où il rencontre Antoine Mauduit, qui est lui-même à la tête du réseau de résistance Chêne. La rencontre avec lui est déterminante. Cette rencontre va le pousser dans la voie de son salut politique. C'est Antoine Mauduit qui en fait trace à la voie du salut mitterrandien, encore très hésitante. Les procès qui lui seront faits ensuite sur cette période relèvent du dénigrement. Ils sont infamants et indignes. Le témoignage de Pierre-Guillain de Bénouville fait foi. François, disait-il, a été un des grands résistants français, mais l'histoire a été injuste avec lui. N'importe, il a toujours su mesurer l'importance des choses, il a laissé dire. Je passe sur sa rencontre de décembre 1943 avec le général de Gaulle à Alger, qui fut assez orageuse à propos de la direction du mouvement des prisonniers de guerre, puisque François Mitterrand s'opposait à Caillot Charette, qui était le neveu du général. Mitterrand en sortira mortifié et réfractaire à de Gaulle. Cependant, de Gaulle ne lui en veut pas, au point de ne pas le nommer commissaire général du ministère des prisonniers, assurant l'intérim en attendant l'arrivée et la mise en place du gouvernement provisoire. Il est ministre en attendant, et à ce titre d'ailleurs, c'est lui qui sera envoyé pour être présent lorsqu'on ouvrira les camps de concentration et où il aura le bonheur de sauver la vie à son ami Robert Antin. Mais le ministère sera confié à Henri Freinet. Il refusera la place de secrétaire général, de vice-ministre en quelque sorte,
il a mieux à faire et veut se consacrer à la politique. Va se présenter, sans succès d'ailleurs, dans le 5e secteur de la Seine, Bouillon-Billancourt-Neuilly, sous l'étiquette RGR, Rassemblement des gauches républicaines, qui regroupe l'UDSR, l'Union démocratique socialiste de la résistance, et le Parti radical. L'UDSR n'est qu'une pâle copie de ce qui devait être le grand parti de la résistance. Il est battu. En octobre 1946, avant les élections, la législative et non constituante, Henri Queuille lui propose de choisir un département. Nièvre et Vienne n'ont pas de candidat. Mitterrand choisit la Nièvre, sans enthousiasme. Et c'est le dialogue connu. La Nièvre, mais je n'y connais personne. Et j'y suis inconnu. Justement, répond Queuille, vous n'y avez point d'ennemi. Et Queuille ajoute, allez dans la Nièvre, on vous propose une place, c'est qu'il n'y en a pas. Vous réussirez si vous écoutez tout le monde et n'en faites qu'à votre tête. Dans la Nièvre, où il arrive le jour de la clôture des inscriptions, il a des difficultés pour faire enregistrer sa liste qu'il a composée rapidement. À 23h, il est à la préfecture. Le préfet, qui par ailleurs est socialiste, refuse son candidature. Et la loi, proteste François Mitterrand. La loi, dit le préfet, elle ne fonctionne pas pour vous. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas d'ici, vous venez troubler le jeu. François Mitterrand téléphone à toutes ses relations. À minuit moins le quart, le préfet cède et enregistre sa liste. François Mitterrand va se jeter dans le combat corps et âme, sillonnant le pays 15 heures par jour, à bord d'une petite plateforme toute déglinguée et cahotante. Il est infatigable, il est éloquent, amical. Son programme est celui de la droite la plus classique, non au déficit budgétaire, non à la gabegie administrative, non aux nationalisations, non au Parti communiste, oui à la liberté de l'enseignement. Il est élu en deuxième position, après la liste communiste, conseiller municipal à Nevers en 1947 et 2 ans plus tard conseiller général de Montsauge. Il devient en 1950 directeur politique du Courrier de la Nièvre. La mairie de Château-Chinon viendra plus tard. Il est clair, mesdames et messieurs, que François Mitterrand s'est promu en modéré l'espace d'une campagne électorale pour décrocher un siège de député dans le Morvan. Mais s'est-il renié? C'est en fait un conquérant sans boussole. Avec des intuitions nobles et ardentes, il peut s'égarer. On peut dober sur son impatience à se rapprocher du pouvoir sans position politique bien affirmée. Mais la 4e République elle-même était très floue. Elle avait pris le regard avenant de Léon Blum, assez éloigné du Léon Blum du Front populaire. François Mitterrand, adhérent du RGR, coalition hétéroclite de conservateurs et de résistants, avait rêvé d'un grand parti de la résistance qui aurait rompu avec le capitalisme, mais ce rêve avait fait long feu, et très vite, François Mitterrand va évoluer vers la gauche. Tel n'est pas le sujet de mon propos, Madame la Présidente. On m'avait cantonné dans le Mitterrand et le Morvan, et je vais donc abandonner ce jeune ministre à son parcours national pour revenir à son parcours local. Qu'est-il resté de la Charente, de ses balades au bord de la Dronne, ou dans les rues d'Angoulême, chez le Mitterrand qui arrive dans la Nièvre? Sans doute un peu de nostalgie, mais Mitterrand n'est pas l'homme d'un seul paysage. Ses week-ends, il les passe dans le Morvan et s'émerveille de la basilique de Vesby. S'il prend ses vacances dans les Landes, au milieu des pins, c'est après avoir beaucoup hésité et acquérir une résidence dans la Nièvre. Je me souviens avoir visité avec lui diverses propriétés qu'il avait projeté d'acquérir, mais la crainte de ne pouvoir goûter de repos, de recevoir régulièrement les maires apportant leurs doléances, l'avait incité à s'éloigner de la Nièvre pour se détendre au moins les week-ends. À vrai dire, il ne fut pas séduit immédiatement par la Nièvre. Ce ne fut pas un coup de foudre.
C'est après son élection dans le canton de Montsauge qu'il voit une affection particulière au Morvan, d'autant qu'à Nevers, il avait subi un demi-échec, n'ayant pu conquérir la mairie en affrontant cet électorat neversois, mouvant, disait-il, comme les sables de la Loire. Dans le Morvan, il trouvait un roc granitique, cher Gérard Mottet, solide, ce vieux roc hercynien, qui lui resta toujours fidèle. Attiré par le Morvan, il ne se limitait pas à ce seul horizon. François Mitterrand aimait par-dessus tout la France. Je n'ai pas besoin, je le cite, je n'ai pas besoin d'une idée de la France. La France, je la vis. J'ai une conscience instinctive, profonde de la France physique, et la passion de sa géographie, de son corps vivant. Là ont poussé mes racines, là l'âme de la France, inutile de la chercher, elle m'habite. Il aimait la langue française. Il ne tolérait ni faute de grammaire, ni de syntaxe, ni redite, ni barbarisme, ni anglicisme. Il s'adressait, disait-il, en priorité à ceux qui avaient leur certificat d'études et s'insurgeait contre sa suppression. Mesure stupide, disait-il, initiative de quelques inspecteurs généraux désœuvrés et donc malfaisants. À ceux qui avaient fréquenté l'école du Grand Môle, il s'adressait à ceux-là, ceux qui étaient cette école du Grand Môle à Épineuil-le-Fleuriel, qui visitait de temps en temps, respirait, humait, nous sommes au centre géographique de la France. Les Clermont-Vandel seront donc son fief. Il y déroulera sa carrière sans grandes embûches. En novembre 1958, cependant, il perd son siège de député dans la grande vague gaulliste, mais un mal pour un bien devient maire de Château-Chinon en mars 1959, fonction qu'il occupera jusqu'en 1981. À cette ville, il voudra redonner son lustre de petite capitale et honorer son passé. Je le cite, à Château-Chinon, je m'efforce de préserver les traces du passé. Elles sont à vrai dire assez rares dans ce pays qui se sont disputés roi de France, duc de Bourgogne. Après la mort du Téméraire, la guerre s'acheva dans un champ à 3 lieues de la ville. Au hasard d'une fortune changeante, vainqueurs et vaincus n'ont laissé derrière eux que des cendres. Du château, il ne reste rien, et de la ville et de la vieille cité, pas grand-chose. Tout de même, ces maisons de pierre dures et grises, pressées contre le flanc d'une haute colline, ces rues étroites qui épousent encore le dessin médiéval, ces voûtes, ces fontaines, qui ont pris la couleur de la terre et du ciel d'automne, comme on n'en voit qu'en pays celte, ont besoin d'être protégés. Sénateur en 1959, il redeviendra député de 1962 à 1981. Il redonna à cette petite sous-préfecture, oubliée du Morvan, un nom. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, reçu par le Premier ministre japonais, me rapportait cette anecdote assez savoureuse. Le Premier ministre lui disait « Mais je vous connais, monsieur Bérégovoy, vous êtes Premier ministre, mais vous êtes aussi maire de Nevers. » Mais Nevers, je sais où c'est à côté de Château-Chinon. Mitterrand fut aussi président du Conseil général de 1964 à 1981, peut-être son mandat local le plus important, si ce ne fut son préféré. Je m'en souviens pour avoir, sur les 30 années que j'ai passées dans cette assemblée, siégé 8 ans à ses côtés, physiquement, côte à côte avec lui. La Nièvre a été sinon le terrain d'une expérimentation politique, au moins le creuset de son expérience d'homme public. C'est à partir de son expérience nivernaise qu'il a conçu la décentralisation, comme il le dira en 1990 à Nevers. C'est à partir de ses frustrations, en tant que président du département, face à la toute-puissance du préfet, que s'est imposée la nécessité d'une évolution de l'organisation territoriale. En 1964, nouvellement élu président, il s'étonna que le président du Conseil général n'ait ni bureau, ni collaborateurs, et constata de fait les graves lacunes de la loi, en tout cas telle qu'elle était appliquée dans la Nièvre. Mais arrêtons-nous un instant sur sa conception de l'élu local. Mitterrand
avait beaucoup d'estime et de considération pour les maires, les élus en général, et aussi pour les habitants qui voulaient assumer des responsabilités pour les membres du monde associatif. Il savait trop bien qu'ils sont tous en première ligne face aux inégalités sociales, face à la misère. C'est à travers la commune que s'exprime d'abord, je le cite, avec les moyens du bord, mais grâce à des trésors d'imagination et de dévouement, ce que nous appelons de deux grands mots, la solidarité nationale. Il allait plus loin, disant qu'il n'y avait pas de véritable démocratie sans liberté locale, réelle, vivante et garantie. Il saluait tous les responsables, et plus encore les élus, souvent critiqués, si souvent soupçonnés, et comprenait qu'ils puissent être lassés de leur mandat, d'être entourés d'opprobre, d'être considérés a priori comme élus, comme donc suspects. Pourtant, ils peuvent être fiers de leur mandat. Ils ne doivent plus froisser leur casquette devant le préfet. Il n'y a pas d'humilité à avoir, il n'y a pas à s'excuser d'être un élu, surtout pas d'être un élu local. Le seul fait de désirer représenter son pays doit être perçu comme un honneur qui donne à une famille une juste réputation. Il faut préserver cela. Ce n'est pas une vanité, le sentiment du devoir accompli. C'est très important pour qu'une collectivité nationale persévère et dure dans son maître. Les maires étaient selon lui le premier recours et le dernier espoir des personnes confrontées aux difficultés de la vie et à l'exclusion. Il était lui-même un modèle d'élu local. Ses qualités humaines, son savoir-faire, son savoir-vivre expliquent l'attachement, le dévouement, l'admiration qui l'ont entouré. D'ailleurs, plus tard, François Mitterrand ne séparait pas son expérience de maire de sa fonction de président de la République. Les deux étaient liés pour lui. Ne croyez pas, disait-il, qu'il y ait un fossé entre celui qui est placé à la tête de l'État et celui qui est placé à la tête d'une collectivité locale, si petite soit-elle. C'est le même type de fonction parce qu'il s'agit de connaître les problèmes dont on s'occupe. Élu président, il n'a jamais oublié son expérience d'élu, ni son affection pour nous tous. Cette affection est, je le crois, le pouvoir de cet homme de pouvoir. Pardonnez cette prétention d'analyse, mais je pense que si François Mitterrand a été un grand président, c'est qu'il avait été un grand élu local. Son expérience d'élu l'a aiguillé et, disons-le, inspiré. J'en ai brièvement parlé à propos de sa fonction de président du Conseil général. Il est temps d'y revenir. Les élus votaient le budget dont le préfet disposait. Cette tutelle totale, non justifiée, mais quasiment offensante, fut à l'origine des lois de décentralisation. Après un échange un peu vif, je m'en souviens, avec le préfet protestant de la création d'un fonds budgétaire s'émancipant de la tutelle préfectorale et qui échappait donc au préfet, Mitterrand disait « Il est absolument impensable qu'un conseil général ne puisse détenir à lui seul le droit de prendre une décision. Nous ne sommes pas ici pour organiser un syndicat de nantis et de gens en place. Nous entendons suivre le sort des décisions que nous prenons. Je formule cette demande par rapport à une certaine conception de la démocratie en France. Vous avez parlé, monsieur le préfet, de nantis. De quel nantis s'agit-il? Le mot m'a irrité. Il y aura décentralisation, ajoutait-il, que lorsque les collectivités locales seront gérées par leurs élus. Il semble que la largeur de vue de l'Assemblée quant à la représentation plus équitable n'aille pas jusqu'à désirer que l'administration se mêlât de trop près aux affaires de l'Assemblée. Nous avons besoin de vous, certes, mais une fois les choix faits, votre concours, monsieur le préfet, ne pèsera pas plus qu'il me convient sur une délibération qui doit intéresser uniquement les élus. La décentralisation a été une des réformes les plus importantes de sa présidence, le maître mot de la démocratie politique locale, le pouvoir donné aux citoyens. J'ai pris le pouvoir pour vous le rendre, c'est un de ses slogans, et aussi la France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour ce faire. Elle a besoin aujourd'hui d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Tout était dit. Mitterrand resta fidèle à ses fonctions passées en demeurant présent à nos côtés
tout en occupant la fonction suprême. Il venait nous rendre visite, voir les uns, voir les autres, disait-il, prendre des nouvelles, avec toujours la même simplicité et le même plaisir. François Mitterrand aimait tout simplement le Morvan et la Nièvre. Ce n'est pas nous qui le disions, mais lui. Nous le ressentions. Lorsqu'il évoquait les 49 ans de relation entre la Nièvre et lui, il parlait d'une même famille. Il disait qu'il nous devait beaucoup, mais nous lui devions presque tout. Il parlait de ce quelque chose de plus sur le plateau de la balance, qui s'appelle la joie et l'espérance. Il disait qu'il n'avait jamais cessé d'aimer cette région et ceux qui l'habitent. Le Morvan, ajoutait-il, n'est pas prodigue de ses secrets, il sait se taire, pour qui s'y intègre une vieille histoire, qui remonte du fond des siècles, raconte aussi bien passé que présent. Ou encore, j'ai été pendant 22 ans maire d'une petite ville dans la Nièvre. J'ai été pendant 17 ans président du Conseil général. J'ai été pendant 35 ans député du même endroit avant que ma carrière ne fût interrompue, certains diraient brisée, par mon élection à la présidence de la République. Je dois dire que je suis revenu après des moments difficiles dans la Nièvre, dans le Morvan, à Château-Chinon, à Montsauge. J'y ai retrouvé la confiance, la sérénité. Les meilleurs moments de ma vie politique se sont passés là, pour ce qui concerne ma joie de vivre, l'intérêt que je porte à mes mandats politiques. J'y ai noué des amitiés qui vont très au-delà de mes convictions politiques. Élu le 10 mai 1981, il dédie son discours d'investiture à ces millions d'hommes et de femmes fervents de notre peuple, qui 2 siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de la France. Il pense à la révolution, source du socialisme, et cite le peuple fidèle en cela à Jaurès. Il pense à l'histoire dont il écrit une page importante qui va porter l'ébauche d'une réforme de la société. Cette société se doit d'avancer, d'aller plus loin dans le progrès social et sociétal. Y réussira-t-il? Sans doute partiellement, chacun peut en juger. Mais après le général de Gaulle, il est, et de loin, un sondage récent en fait foi, le président qui a le plus compté pour les Français. Le 10 mai 1981, il pense au long chemin parcouru, parti de nos terroirs, là où tout a commencé, comme le disait si bien Xavier Mitterrand. Terroir sur lequel il s'est appuyé au début de sa longue marche. Il pense aux habitants de la France, aux élus qu'il conseillait gentiment, sans lèreté. Permettez-moi d'être habile, me disait-il. Il pensait aux militants, aux citoyens engagés et aux autres. Je ne peux que reprendre ces paroles au Congrès des maires en novembre 1994, et je terminerai là-dessus, mesdames et messieurs, car je crois que c'est la plus belle conclusion. On ne peut rien faire avec la France si on ne l'aime pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, les élus, tous les jours? Dans vos paysages, vos collines, vos montagnes et vos plaines, il arrive des moments de votre vie où vous vous arrêtez. Vous regardez autour de vous, respirez l'air délicieux de cet automne et vous vous dites comme il fait bon vivre chez nous, même s'il y a